Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La commission de régulation du secteur de l'énergie a organisé un forum pour sensibiliser les acteurs et échanger sur les grands enjeux du moment. L'objectif est d'accompagner les réformes et améliorer la gouvernance du secteur. Pendant ce temps, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a procédé au lancement de projets structurants du nouvel New Deal technologique à Diamniadio. Le guichet unique sera l'une des plateformes qui va polariser plusieurs ministères afin de permettre aux usagers d'accéder plus facilement aux différents services. Et puis, dans cette édition également, retenez qu'à Ndiayen Sabar, la localité a été envahie par des piquets, une situation à la population alerte sur les autorités par rapport à ce qui a d'ailleurs touché d'autres localités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons donc cette édition par ce forum, bien sûr, à l'initiative de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. L'objectif est donc d'accompagner les réformes et améliorer la gouvernance du secteur, mais également sensibiliser les acteurs sur les grands enjeux du moment, notamment la compatibilité de l'échange des bouteilles gaz entre les différents opérateurs. Le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, souligne l'importance qu'il accorde à cet événement. Elisabeth Grassi de Mafalfal. Ce forum de la Commission de régulation du secteur de l'énergie s'inscrit dans ses missions d'information et de sensibilisation des acteurs sur les enjeux du secteur, axés sur des thématiques majeures liées à l'évolution du secteur. Il vise à accompagner les réformes. La question fondamentale du gaz butane aujourd'hui, de son prix, de l'interchangeabilité des bouteilles de gaz, est une question au cœur des préoccupations des consommateurs et il est du rôle éminent du régulateur de pouvoir administrer ces questions-là. Il nous faut accompagner la mission du régulateur et le régulateur a fini de comprendre que pour qu'on puisse l'accompagner du mieux de nos efforts, il nous faut une communication qui l'accompagne. Dans sa mission d'accompagnement de la CRSE, MCA Sénégal a investi plus de 21 milliards de francs CFA, se réjouit des résultats obtenus. En rapport avec cette mission, nous sommes à 4 ans et demi de mise en œuvre. Nous avons investi aujourd'hui plus de 20 milliards de francs CFA avec un niveau d'engagement de 85% des fonds et un niveau de décaissement de 81%. Alors cela nous a amené bien sûr à des résultats assez probants. C'est par les différentes lois dans le secteur de l'énergie, notamment le code de l'électricité, la loi sur le régulateur et différents autres décrets qui, avec l'appui du ministère de l'énergie, nous avons pu mettre en blanc pour assurer une viabilité du secteur de l'énergie à long terme. La CRSE annonce un guide du consommateur, un livret de l'investisseur et un nouveau site internet dans un souci de renouveau. À travers ce forum, on a élaboré des outils très importants, parmi lesquels le guide du consommateur. C'est-à-dire à travers ce guide, donc, il y a un condensé qui retrace les droits et obligations du consommateur. Il y a aussi un autre outil extrêmement important qui est le livret de l'investisseur. Et comme vous le savez, le secteur de l'énergie au Sénégal est très attractif et il y a beaucoup d'entités qui voudraient investir. Et il était utile pour nous de mettre à leur disposition un livret pour leur permettre de savoir quelles sont les démarches à suivre. Ce forum a réuni institutions publiques, opérateurs, experts et consommateurs. Plusieurs recommandations seront proposées aux autorités à l'issue des travaux.
Le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique a procédé au lancement de projets structurants du Nul Deal technologique à Diamniadio. Le guichet unique citoyen sera l'une des plateformes qui va d'ailleurs polariser plusieurs ministères afin de permettre aux usagers d'accéder plus facilement aux différents services annoncés. Ministre de la Communication, des télécommunications et des numériques est ici au micro de Babacar Seck. Le lancement que nous avons fait aujourd'hui, c'est une phase pilote avec le ministère en charge, le ministère de la Justice, le ministère de la Fonction publique, mais également le MEPC à travers l'ANSD sur 4 ou 5 procédures. Maintenant, nous allons aujourd'hui aller à l'échelle avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des collectivités territoriales à travers l'État civil, toutes les procédures dont les Sénégalais auront besoin, en tout cas dans les semaines et mois à venir, qu'on puisse les mettre dans une plateforme qui va permettre aux Sénégalais ou qui se trouvent dans le pays de pouvoir faire leurs démarches de manière sécurisée en ligne et aujourd'hui d'avoir toutes les procédures en tout cas dont l'État du Sénégal leur doit. Parce que nous avons estimé que depuis maintenant plus de 20 ans, les Sénégalais en ont assez de devoir faire la queue dans les administrations pour réclamer des papiers que l'État du Sénégal leur doit. C'est pour ça que nous avons estimé, dans le cadre de la digitalisation, de manière inclusive, de permettre à ce que tout citoyen sénégalais, désormais à partir d'aujourd'hui, pour le cas du casier judiciaire, de pouvoir, à partir de ce salon, de pouvoir aujourd'hui faire sa demande et les récupérer en ligne de manière sécurisée. Les objectifs sont remplis, même si on a beaucoup à faire. Comme je l'ai dit, les défis aujourd'hui dans la transformation technologique sont énormes. Ce n'est pas seulement des défis techniques, comme je l'ai expliqué tantôt. La transformation digitale d'un pays, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Parce que de la même manière que nous mettons en place des plateformes, l'usager, le citoyen sénégalais, qu'il soit alphabétisé ou pas, qu'il vive à Dakar ou pas, doivent bénéficier des mêmes services que l'État apporte aujourd'hui. Visite du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique à Tambacounda, Abdourahmane Diouf, qui a donc effectué également une visite au niveau de l'inspection régionale des eaux et des forêts dans les forêts classées de Batou, de Ouli, c'est à Koussanar ainsi qu'à Kowar. Le ministre se dit satisfait donc de ce qu'il a vu sur les lieux. Il promet également de renforcer l'effectif des agents des eaux et forêts qui selon lui est insuffisant pour toute la région de Tambacounda. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, est au micro d'Ousseï. La première étape, c'était l'IREF, l'inspection régionale des eaux et forêts, où on a pu nous rendre compte du matériel disponible et on a pu aussi nous rendre compte du personnel disponible. C'est le plus important parce que quelle que soit la stratégie et les politiques mises en place, il faut des hommes et des femmes pour les faire fonctionner. Malheureusement, nous avons dû constater que malgré tous les efforts qui ont été faits, nos agents sont de toute évidence en sous-effectif. Donc le ministre que je suis s'en rend compte et sait qu'il doit prendre des dispositions pour qu'on ait un peu plus d'agents pour couvrir cette très grande région naturelle de Tambacounda. Par la suite, nous avons fait aussi, comme vous l'avez dit, des forêts classées. Nous avons été du côté de Koussanar où nous avons pu vraiment nous rendre compte de l'excellente collaboration entre la collectivité locale, la commune de Koussanar et nos services au niveau des eaux et forêts. Ce qui est important là-bas, c'est tout le travail de reboisement qui est en train d'être fait sur 3,8 hectares pour permettre la régénération en fait, de la faune et de la flore. Et ça nous a permis de comprendre que le ministère au niveau central ne peut pas agir seul, que toutes les politiques que nous mettons en œuvre doivent être accompagnées par les collectivités territoriales. Nous avons été aussi à Botou, où nous avons pu nous rendre compte d'une autre expérience intéressante. Là, c'est la collaboration intersectorielle entre l'électricité et l'environnement. Là où on a fait des investissements sur l'électricité et il y a des dégâts sur l'environnement, les acteurs de l'électricité ont accepté de comprendre. Nous avons été aussi regarder les pare-feux du côté du département de Goudiri et d'Akowar, et nous avons pu nous rendre compte qu'avec un peu d'ingéniosité, un peu de moyens, nous pouvons très avancer dans la lutte contre les feux de brousse. Si on fait le bilan de la journée, on est entre le déboisement, le reboisement, les pare-feux, les pépinières, les actions des femmes, la collaboration avec d'autres secteurs, la collaboration avec les collectivités territoriales. Cela montre que nous sommes dans un ministère extrêmement transversal, dans une région aussi qui est extrêmement stratégique pour nous. À Thiès,
prélude de la célébration de la fête de l'indépendance, la mairie de la ville a initié un colloque scientifique. C'est pour revisiter l'histoire de la cité, du rail, des universitaires, à l'image de l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibrahima Thioub, ont donc revisité, présenté l'histoire de la ville de Thiès. Ce colloque fait d'ailleurs partie des différentes étapes qui vont conduire à la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Isidore Alexandre Sène et Sabafal. Prélude à la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, des sommités du monde de la culture, de l'histoire et de la politique ont colloqué sur le thème Thiès, la capitale du rail, genèse et évolution. Thiès s'est construite au rythme du rail, des migrations, des échanges et des luttes sociales. Le train n'a pas seulement traversé Thiès, il l'a façonné. Le maire nous donne aujourd'hui l'occasion, non pas de revisiter ou de réécrire l'histoire, mais de pouvoir raconter l'histoire à la nouvelle génération. Oui, cette génération qui n'ont pas vécu l'histoire des rails, mais qui comprennent que la connectivité de la région de Thiès est partie des rails. Je le dis souvent aujourd'hui, nous sommes passés de Thiès, ville urbaine, à ville connectivité. Pourquoi connectivité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance pour Thiès. Cette ville qui s'ouvre sur deux côtes, la grande et la petite côte, n'existe qu'ici, dans tout le Sénégal. Cette ville qui arrose à partir des 3 autoroutes l'ensemble du Sénégal pour aller même au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Cette ville qui tient maintenant les 3 portes d'entrée d'une ville, que ce soit terrestre, aérienne et maritime. Le président du comité scientifique du colloque a, entre autres sujets, abordé les péripéties qui ont façonné la ville aux 2 gares. Thiès est en effet une ville dont le passé illustre parfaitement la rencontre entre plusieurs logiques historiques majeures. Les cultures des populations du Tianguin, qui ont laissé une empreinte indélébile sur la toponymie Thiès-Diankhène, la mainmise coloniale sur le territoire, les dynamiques démographiques, les mobilisations sociales du monde du travail, l'implantation des communautés religieuses, les échanges culturels et les mutations urbaines contemporaines, l'implantation du chemin de fer. Justement, le chemin de fer, un outil hautement symbolique qui a constitué un catalyseur pour le rayonnement de Thiès, dira le professeur Ibrahima Thioub. Fondée au XIXe siècle comme poste militaire, la ville s'est progressivement développée autour des infrastructures ferroviaires reliant Dakar à Saint-Louis, puis à l'intérieur de l'Afrique occidentale française, le fameux Dakar-Niger, DN. Ce réseau de communication a transformé Thiès en un carrefour stratégique, attirant population, activités économiques et institutions administratives. Pendant 2 jours, des universitaires devront jeter leur regard scientifique sur l'histoire de la capitale du rail. Au programme, une exposition et un film intitulé Thiès Kaiben de Nyarigar. Atelier de dialogue et de concertation sur les questions de paix, de cohésion sociale à l'initiative des acteurs de la société civile. Des recommandations seront faites après les travaux pour consolider les questions de paix en lien avec la démocratie participative et la participation citoyenne. Selon les initiateurs, les organisateurs, dans le contexte actuel, l'objectif est de voir comment faire pour renforcer la dynamique interne et adresser un message au reste du monde, de faire du Sénégal un exemple de vivre ensemble. Paul-Dominique Correa est le président de l'association Présence chrétienne. Il est ici au micro d'Emilia Ndiaye et de Salman Diallo. Nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre d'un atelier de dialogue et de concertation sur les questions de paix et de cohésion sociale. Et nous voulons sortir d'ici avec un certain nombre de pistes d'action et de recommandations pour consolider les questions de paix et de cohésion en lien avec la démocratie participative, la participation citoyenne. Nous pensons que le Sénégal est une démocratie apaisée qui est respectée, appréciée un peu partout dans le monde. Mais dans le contexte actuel, où il y a énormément de crises et de conflits un peu partout dans le monde, y compris même à l'intérieur du Sénégal et dans la sous-région, comment nous, Sénégalais, toutes religions confondues, toutes catégories sociales confondues, comment nous pouvons
renforcer cette dynamique interne de paix, de cohésion et quel message nous pouvons adresser au reste du monde. Les perspectives d'action, c'est vraiment d'aller vers des choses concrètes en termes de recommandations, en termes de cadre de veille et d'action et de prévention des conflits. Parce que les conflits ne manquent pas, les tensions sociales, syndicales, etc. Et justement, le projet Sahel Diam, dans lequel cette action s'inscrit, vise à promouvoir cette paix, cette entente, ce bon vivre, en justement identifiant les vulnérabilités et sur lesquelles il faut veiller pour consolider la paix. Je le disais en titre, Ndiayen Sabah, la localité est envahie par des criquets, une situation qui inquiète les habitants sur place. D'ailleurs, ce phénomène est en train de se propager dans les localités environnantes. Les autorités ont été alertées et les populations donc demandent une réaction rapide de ces derniers avant que le pire ne se produise. C'est Koudjalou. Paysage de désolation qui se dessine en Ndiayen Sabah. Depuis maintenant plus de 90 jours, des nuées de criquets dictent leur loi dans la localité. Arbres fruitiers. Nos excuses pour la qualité de l'élément, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Parlons de la journée internationale de la météorologie. Cette édition met en lumière l'importance cruciale de l'observation météorologique et climatique pour anticiper les risques, renforcer la résilience des communautés, accompagner des politiques de développement durable. Cette année également, les acteurs vont revenir sur l'importance de l'observation dans l'anticipation des risques climatiques, mais également sensibiliser les décideurs partenaires sur la nécessité d'investir sur les observations, renforcer ainsi les synergies entre institutions partenaires techniques, promouvoir enfin des actions concertées pour une meilleure gestion des risques liés au climat. Je vous propose de suivre les explications de Abdoulaye Diouf. Il est chef du service prévision et réduction de risques à l'ANACIM. Ce lundi 23 mars 2026, nous célébrons la journée météorologique mondiale qui, d'une manière générale, est célébrée par les services météorologiques nationaux au niveau mondial et également à l'ensemble des acteurs de la météorologie. Donc le thème de cette année, c'est observer pour protéger demain. Donc c'est un thème quand même qui touche à la base de la météorologie, parce que quand on parle de météorologie, c'est d'abord les observations. Depuis le début des activités météorologiques, depuis les années 1700-1800, donc l'observation a toujours été là à la base. Donc les gens ont commencé par relever les données météorologiques qui par ailleurs a été commencé par les services de la santé, et ensuite ça a été élargi et renforcé de sorte que la météorologie a été mise en place un peu partout au niveau mondial, et ce qui a permis d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les stations d'observation météorologique, qui sont passées d'observations classiques à des observations automatisées ou bien des stations automatiques sur un peu partout dans le monde. Mais il faut savoir que quand même, jusqu'à l'heure où je vous parle, il existe toujours des stations d'observation classiques où nous avons des observateurs qui recueillent les données et qui les transmettent à des plages horaires bien définies. Et cela se fait aujourd'hui au Sénégal avec 25 réseaux de 25 stations au niveau du Sénégal qui transmettent des données d'observation et qui nous permettent à nous en tant que prévisionnistes de pouvoir faire notre travail. C'est la fin de cette édition. Merci de leur suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.